Bonjour Antoine Roux, merci, Bonjour. merci encore d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous connaissez déjà Inkish, et même si Morten Retov, qui est le rédacteur en chef d'Inkish, vous a récemment interviewé lors du dernier Online Print Symposium, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vous et Print O'Clock? Oui, oui, donc en effet, je suis Antoine Roux. J'ai créé Print O'Clock il y a 12 ans maintenant. Print O'Clock est une imprimerie en ligne à destination des professionnels, donc le marché B2B. Print O'Clock a 70 personnes, environ la moitié en production, puisque c'est aussi une imprimerie traditionnelle de labeur, très orientée numérique au niveau de la production, puis l'autre moitié des effectifs dans les bureaux avec de la tech, du marketing et des fonctions support. Donc 70 personnes, 12 millions et demi de chiffre d'affaires l'année dernière. Et donc on est présent sur le marché français à 98%. Le marché français représente Merci beaucoup Antoine. 98% de notre activité. Si je suis ravi aussi aujourd'hui de vous interviewer, c'est que j'ai été très impressionné par votre réactivité à proposer sur le marché un masque de protection made in Toulouse, alors que partout les stocks étaient en rupture. Pourriez-vous nous raconter comment vous avez réussi ce tour de force? Alors, on est parti assez tard, c'est-à-dire que lors du démarrage du confinement, c'est plutôt orienté sur les sujets tech, notamment, et des sujets de fond assez stratégiques, structurants. Pendant un mois, on a avancé à un bon rythme sur ces sujets de fond. Et puis, bon, on se tenait quand même régulièrement informé avec des confrères, des gens qui ont de l'e-commerce dans le textile, par exemple. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, on ne peut pas rester les bras croisés pendant cette période alors qu'on a des machines. Est-ce qu'on ne peut pas, à plusieurs, créer un masque? Donc on a échangé et puis Print O'Clock, nous on a décidé de partir sur le masque pour enfants. C'est vrai qu'à l'époque c'était assez trouble, on ne savait pas si les enfants étaient vraiment des vecteurs du virus, dans quelle mesure les protéger, etc. Tout ça a été flou comme le reste, on a tous été pris de court. Mais donc on est parti sur cette thématique-là. Et donc là ça a été découverte d'un métier. On s'est rapproché de l'IFTH pour avoir du conseil, pour sourcer des matières, puisqu'on n'achetait pas d'élastique, par exemple, on n'achetait pas de textile autre que du t-shirt, du produit fini. Et donc, bah, ça a été le parcours du combattant, mais aussi une belle aventure, de parvenir à ses fins, d'arriver à produire les masques pour enfants. Et en parallèle de cela, on a fait pas mal de négoces aussi sur du masque type chirurgical ou du masque adulte. Donc ça a permis aussi de remettre la boîte à flot et finalement de réinsuffler vraiment une grosse dynamique dans l'entreprise. C'est-à-dire que petit à petit, les gens passaient au chômage partiel. Et puis quand on est parti sur cette nouvelle activité, ça a été assez grisant dans le sens où les collaborateurs étaient réactivés. Chaque jour, on réactivait un ou deux collaborateurs parce qu'on avait un certain succès sur ce marché-là, quoi. Oui, bravo en tout cas, ça a été très impressionnant d'agilité, un très bel exemple. Justement, Antoine, en quoi le contexte actuel impacté par cette pandémie du Covid-19 modifie à la fois, un, le comportement de vos clients, de vos revendeurs, mais je voudrais également, deux, sur vos équipes, les méthodes, leurs méthodes de travail, et enfin, trois, sur vos fournisseurs et partenaires. Alors sur la partie client, on va dire qu'il y a des segments qui ont mieux résisté que d'autres. Typiquement, le papier résiste pas trop mal. Ce qui tire plutôt son épingle du jeu, c'est le grand format.
le grand format numérique, puisque D'accord. pas mal de commerces, par exemple, ont fait des panneaux, des bâches et des voiles et autres pour annoncer leur réouverture. On a aussi beaucoup produit des protections de bureau, des hygiaphones. Donc ça aussi, c'est dans le département grand format numérique, hein, parce que c'est découpé sur des ondes, c'est de la matière découpée. Et ensuite, il y a la partie objet pub, qui est un plus petit segment chez nous, mais qui résiste moins bien pour l'instant, du coup, parce que c'est vrai que ce sont, je pense, c'est considéré comme des dépenses un peu plus accessoires. Oui. Euh, donc voilà au niveau de ce que consomment nos clients. D'accord. On sent qu'ils sont forcément prudents, hein, comme tout un chacun, je pense, dans cette période et assez en observation. Mais ça a quand même redémarré au mois de juin. D'accord. Euh, Maintenant, au niveau des méthodes de travail, ben, comme toutes les boîtes, on a découvert vraiment le télétravail. Euh, un petit télétravail, et puis on était habitué aussi à travailler avec quelques consultants ou freelance, etc. Mais pas dans ces proportions, évidemment, parce que toute la boîte, sauf l'atelier, est passée en mode télétravail. Ça a très très bien travaillé, je pense, pendant la grosse partie du confinement. Et je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu aussi une lassitude. Les gens, les situations étaient diverses, hein, c'est des situations personnelles, mais pas mal de salariés étaient heureux de retrouver aussi une vie sociale au travers de leur métier. Oui. Mais pour autant, je pense que ça aura changé durablement notre vision du télétravail, où, bah, comme tout chef d'entreprise, on peut avoir des réticences ou des doutes sur sa mise en place, et on a vu que ça pouvait bien fonctionner quand c'était bien cadré. Demain alors, vous continuerez à utiliser le télétravail dans votre... Ouais, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, déjà, c'est un peu plus mixte parce qu'on a du personnel qui est un petit peu plus sensible, ou en tous les cas qui peut être plus inquiet, qu'on a maintenu en télétravail, donc sur des domaines techniques, informatique, Indus par exemple. Donc je pense effectivement que ça va ouvrir cette voie-là. Ça ne veut pas dire que ça va se généraliser, parce que je pense que c'est aussi typiquement, ça dépend des services. On va dire que la tech, tout ce qui est sujet tech, ça fonctionne plutôt bien comme ça. Oui. Je pense qu'il y a besoin de réunions d'équipe quand même dans la semaine pour échanger sur les problématiques et gagner du temps et aussi se stimuler. Sur le marketing, par exemple, on a pu constater que c'était plus bloquant, hein, puisque là, il y a quand même un travail d'équipe avec notamment un chef de produit, des graphistes, quelqu'un qui fait de l'acquisition. Et si ces gens ne communiquent pas autour d'une table, les sujets avancent moins vite. D'accord. Donc je pense que ça va être un peu du cas par cas, mais en tous les cas, ça a ouvert la voie, et je pense qu'il y a eu un déclic psychologique chez de nombreux patrons, parce que je crois qu'on connaît tous beaucoup de nos amis ou de notre entourage qui a été amené à beaucoup travailler, peut-être à 130% par rapport à leur activité Oui. habituelle. Oui. Je pense qu'on a tous entendu ça, quoi, les Oui. voisins, etc., qui bossaient énormément. Et donc, C'est je pense que psychologiquement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y aura un avant et un après, c'est évident sur la partie télétravail. Et je pense que chez nous, sans dire que ça se généralisera, en tous les cas, ça sera plus open de ce point de vue-là. chez vos partenaires alors et vos fournisseurs, vous avez vu également une approche pour s'adapter à cette pandémie? Ouais, alors des approches variées. Beaucoup de nos fournisseurs sont partis sur les produits Covid, hein, plus ou moins vite. D'accord. Mais effectivement, des gens qui nous vendent de la matière première, comme de Oui. la bâche ou des structures de stand, etc. Ça, ce sont des sociétés qui faisaient déjà de l'import, parce qu'il y a quand même de la matière qui est importée. Et donc, Oui. ces gens-là se sont naturellement tournés vers ces marchés-là. Les gens qui font de la sublimation ont commencé à développer une gamme de masques, à produire une gamme de masques. Pour autant, on sent que le retour à la réalité est assez compliqué en ce moment, et que les volumes d'achat de clients
du web-to-print comme nous ont baissé. Donc je pense ils sont assez prudents et voilà, ils sont affectés par cette crise. Et justement, toujours dans ce cadre de ce contexte, on parle beaucoup du Made in France, qui me sont mises en avant par les autorités, par l'opinion. Et justement, lorsqu'on a préparé ensemble notre entretien téléphonique, cette interview, vous m'avez parlé de votre conviction de favoriser une production en local. Vous pourriez justement un petit peu donner vous votre vision de ce que vous entendez, vous entendez par le Made in France. Est-ce que vous y croyez, convaincu? Est-ce que cette pandémie va la favoriser? Je pense que cette pandémie va la favoriser. D'un point de vue psychologique, je pense que le consommateur est un petit peu plus éduqué, qui a un sentiment aussi un peu patriotique, qui va être un peu réveillé à ce niveau-là, qui a une espèce de solidarité aussi un peu nationale pour que le tissu économique, qui est quand même bien, bien fragilisé, puisse se remodeler plus facilement. Maintenant, on l'a vu sur la crise des masques, pour moi ça a été très symptomatique de la désindustrialisation française. On a été ultra touché aussi parce qu'on n'est plus une terre de production. Donc il faut rester aussi réaliste et se dire qu'on est aujourd'hui très pauvre en matière industrielle en France, à part sur quelques secteurs dans lesquels on a des fleurons industriels, mais on n'a plus une terre vraiment industrielle. Je pense que les gouvernements vont être amenés à voter des mesures pour une réindustrialisation, parce qu'il en va aussi de notre santé publique, on l'a vu, de manière à ce qu'on puisse reproduire. Sincèrement, l'exemple des masques a été vraiment symptomatique, parce que moi j'ai quand même bien creusé ce sujet-là pendant le confinement. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de très très belles initiatives locales avec des boîtes qui produisaient, etc. Mais le gros des volumes, vous le savez bien, est venu de l'étranger. Qui produisait en volume, évidemment l'Asie, mais le Portugal, hein, qui a une culture autour du textile plus forte, etc. Et en France, c'était quand même de l'épicerie, il faut bien dire ce qui est, à part quelques boîtes, mais beaucoup externaliser leur production. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de produire en France. Donc, le Made in France, il va y avoir un côté affect, si vous voulez, et donc le consommateur va être sensible à ça. Pour autant, il faut qu'il y ait une réponse derrière. Si on voit un produit 2 fois plus cher ou qu'il est moins bon, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Donc, tout dépendra je pense, des mesures d'accompagnement. On le voit bien, hein, les imprimeurs ne roulent pas sur l'or aujourd'hui. Voilà, les industriels qui produisent, quel que soit leur métier, n'ont pas des comptes de résultats très brillants. Donc tout dépendra de ce qui sera fait d'un point de vue politique, pour que ça perdure. Pour que ça puisse être une réalité. Merci Antoine. Justement, j'aurais voulu rebondir sur, alors, quels sont d'après vous, aujourd'hui, quels sont et quels seront les critères de succès d'aujourd'hui et de demain, indispensables pour réussir justement dans l'imprimerie en ligne, en l'occurrence dans le web-to-print. Et sont-ils et seront-ils différents depuis ces 5 et 3 dernières années? Alors pour moi, le facteur numéro 1, ça sera la technologie. Ça l'était dans une certaine mesure. Déjà, on a vu le succès des groupes qui avaient investi lourdement en technologie et en marketing, hein, qui sont des multinationales, si on pense aux leaders, ou de très grosses PME, si on pense à certains acteurs européens. Donc je pense que la technologie est le point central à maîtriser pour essayer de prendre des parts de marché
Effectivement, nous, on a redéveloppé toute notre infrastructure tech l'année dernière. On a lancé notre nouveau site 2019 en 2019 avec des nouvelles technos et avec une architecture ouverte pour pouvoir s'interfacer avec des systèmes tiers. Je pense que ça, c'est assez clé pour les acteurs du Web2Print, mais c'est un petit peu une lapalissade puisque tout le monde l'a bien compris. D'accord. Nous, c'est vrai qu'on a mis en place une bonne architecture, une API qui permet en fait à des tiers, donc typiquement un imprimeur ou une agence de com qui vend déjà du print, d'élargir son catalogue facilement et de passer de manière transparente des commandes chez nous. Tout en ayant la liberté de choisir quelle commande il envoie chez nous. Voilà, on n'est pas dans un système fermé, on laisse le client faire sa vie et décider de quel produit il va nous confier. Donc pour moi, encore plus aujourd'hui, qu'hier, la tech sera un élément central et bien entendu le marketing, puisqu'on est dans un monde où ça va très vite. Et donc ce mix marketing-tech, puisqu'aujourd'hui, globalement, au niveau des parcs, il y a moins de différences notables qu'il y a certaines années. Le numérique a pris de l'avance, a rattrapé son retard en termes de qualité, etc., par rapport à de l'offset pour du papier. Donc, je veux dire, les parcs machines sont plus homogènes. Ouais. Euh, La différenciation se fera surtout via ces technologies, cette connexion API. Ouais. et le service et la manière de s'adresser à l'utilisateur, au client. J'étais donc très intéressé par votre partenariat avec l'éditeur de logiciels d'impression en ligne avec Alliant. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Ouais. Alliant, c'est une solution, on a été le premier client français de mémoire à utiliser une de leurs briques, qui est un moteur de personnalisation de flyers, etc., de produits imprimés. Au-dessus de ce moteur de personnalisation, leur métier premier, c'est de vendre des systèmes Web2Print, essentiellement à des imprimeurs qui veulent passer sur le web. Étant donné qu'on avait notre API qui était bien conçue, up-to-date, on a proposé à Alliant de s'interfacer avec cette API, de manière à ce que dans Presero, qui est l'outil Web2Print d'Alliant, un imprimeur puisse justement élargir très facilement son catalogue sans avoir toute la problématique de la création de produits, des fiches produits et du pricing. Il n'a plus qu'à définir en fait finalement sa politique de marge, un pourcentage, et les commandes rentrent dans son back-office, et c'est lui qui détermine s'il nous les envoie ou s'il les garde pour chez lui ou pour chez son fournisseur voisin. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est un premier élément d'interconnexion avec un système qui nous paraît pertinent. Et c'est le début de notre stratégie, en tout cas c'est la première brique de notre stratégie de développement de cette API Print-to-Cloud. C'est très intéressant et c'est, à mon avis, plein d'avenir. Merci beaucoup, Antoine Roux, pour ce premier entretien à l'attention d'Inkish France, entretien qui sera diffusé sur la plateforme Inkish et YouTube, et également sous-titré en anglais à l'intention des imprimeurs et autres entreprises d'industrie graphique des autres pays et des autres continents. Merci encore pour cette passionnante interview, Antoine. Génial, merci à vous. Et c'est vrai que je vous invite, moi j'ai découvert Inkish donc très récemment. Les reportages sont hyper quali, vous pourrez le voir sur leur chaîne YouTube. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est la résonance qu'il peut y avoir même au niveau mondial. Il y a énormément de vues, donc c'est vraiment un média super quali pour les imprimeries, pour notre secteur. Donc c'est génial que Inkish arrive en France. Merci beaucoup et à très bientôt, Antoine. Oui.